Imaginez 57 motards redoutables piégés par un incendie de forêt apocalyptique. Soudain, au milieu des flammes, une femme de 80 ans surgit de la fumée. Un fusil de chasse à la main. Elle ne fuit pas. Elle les met en joue et hurle un ordre impensable. S'arrêter immédiatement ou mourir. Ce qui se passait cette nuit-là défie toute logique. Mais attendez de voir ce que des milliers de ces hors-la-loi feront pour cette vieille dame quelques jours plus tard. Vous n'en croirez pas vos yeux. Restez avec nous jusqu'à la toute fin pour découvrir ce dénouement incroyable. Avant de plonger dans cette histoire, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. J'adore découvrir d'où vient notre formidable communauté. C'est parti. Au moment où la première lourde moto a dérapé pour s'échouer dans le fossé, la montagne n'était déjà plus qu'un immense brasier. Ce n'était pas un danger lointain, ni une vague lueur orange dansant sur l'horizon. L'enfer était là, dans les arbres, dans les herbes sèches, dans le souffle même du vent brûlant. La fumée roulait sur l'asphalte noir, si épaisse et âcre que les motards se distinguaient à peine les uns les autres. Des étincelles fondaient l'obscurité comme des poignées de clous incandescents jetés à l'aveuglette. Une seconde, il n'y avait que le rugissement féroce des moteurs et les cris désespérés des hommes. La seconde suivante, un pain immense a explosé sur le bas-côté dans un vacarme assourdissant, crachant une couronne de flammes pures qui a illuminé la nuit d'une lueur sanglante. C'est exactement là, au milieu de cette route où aucun être censé n'aurait dû se trouver, qu'elle se tenait. Une vieille femme, une lanterne tempête dans une main, un fusil de chasse fermement tenu dans l'autre. Elle ne faisait pas de grands signes de détresse. Elle ne paniquait pas. Elle ne fuyait pas. Elle a simplement hurlé, sa voix rocailleuse perçant le grondement du brasier, exigeant qu'ils coupent leur moteur s'ils voulaient avoir une chance de survivre. 57 motards purs et durs, des hommes habitués à faire trembler l'asphalte, tentaient d'échapper à cet incendie foudroyant depuis 20 longues minutes. Maintenant, ils étaient pris au piège, encerclés entre deux crêtes enflammées. Leur route principale était bloquée par des arbres calcinés, leur voie de repli déjà avalée par un mur de feu. Et la seule personne qui se dressait entre eux et cette tempête mortelle semblait avoir au moins 80 ans, pesant à peine la moitié du plus léger d'entre eux. Dans un groupe de cette trempe, le premier instinct n'a jamais été l'obéissance aveugle. C'était la méfiance, épaisse et tenace. Un colosse à la barre grise, dont le gilet de cuir était déjà noirci par la suie et les cendres, a incliné sa lourde machine et a hurlé par-dessus le vacarme, lui ordonnant de dégager de cette foutue route. Elle n'a pas scié. Elle a levé son fusil. Non pas vers lui, mais vers la ligne d'arbres massifs juste derrière sa moto. Elle a tranché dans les rangs fumés en leur donnant 3 secondes. 3 secondes avant que cette cime ne s'embrase et que tout ce tronçon de route ne se transforme en un four crématoire. Elle les a regardés avec une froideur absolue, leur laissant le choix de débattre avec elle ou de mourir de la façon la plus stupide qui soit. Puis, comme si la montagne obéissait à ses paroles, les arbres derrière le colosse se sont enflammés. Pas lentement, pas de façon progressive. Instantanément, le sommet de la crête s'est désintégré dans un flash orange aveuglant. Un souffle sourd et monstrueux a balayé le bois, et la chaleur a frappé les hommes de plein fouet, comme si on venait d'ouvrir la porte d'un fourneau industriel. Plusieurs motos ont vacillé sous le choc thermique. Des jurons ont éclaté dans la fumée épaisse. Quelqu'un a crié que le flanc ouest était définitivement perdu lui aussi. La vieille femme s'est avancée, entrant délibérément dans le faisceau croisé de leurs phares. Ses cheveux blancs étaient tirés en un chignon serré, impeccable malgré l'apocalypse. Son visage n'était fait que de lignes dures creusées par le temps et de cendres grises. Elle portait des bottes de travail d'homme, une vieille veste en jean usé, et surtout, cette expression glaciale et résolue de quelqu'un qui avait cessé d'être impressionné par le danger depuis très, très longtemps. Elle a répété son ordre, calmement cette fois. Si ces hommes continuaient à faire tourner leurs engins en aspirant cette fumée toxique, la moitié d'entre eux s'évanouirait avant même d'atteindre le premier virage. C'est cela qui a brisé leur fierté. Ni la menace de l'arme, ni son audace insensée. C'était la certitude absolue, presque chirurgicale, dans sa voix. Elle savait exactement ce que le feu s'apprêtait à faire, comme si elle en connaissait l'âme. Un par un, puis tous en même temps, dans un élan de reddition collective, les immenses moteurs se sont tus. Le silence soudain qui a suivi fut presque pire. Sans le grondement protecteur de leur machine, ils étaient nus. Ils pouvaient désormais entendre la montagne hurler de douleur, le bois craquer violemment, la sève exploser sous la pression brûlante. Le vent poussait les flammes à travers les broussailles sèches avec un rugissement sourd et affamé. Quelque part, plus bas dans la vallée, une structure métallique a cédé avec un fracas qui a remonté la pente comme un coup de tonnerre annonciateur de la fin. La vieille femme s'est retournée,
a pointé sa lanterne vers une petite brèche dans le fossé, à peine visible à travers la fumée suffocante, et a commencé à marcher dans les ténèbres. Les motards ont échangé un regard lourd de sens, et pour la première fois de leur vie, ils ont suivi. Ils arrachèrent leur lourde machine à l'asphalte pour s'engager sur une piste de terre étroite, une cicatrice rocailleuse qu'aucune carte n'aurait jamais mentionnée. Elle serpentait derrière un mur de chêne rabougri, plongeant dans une dépression peu profonde entre la roche noire et les hautes herbes desséchées. Pousser des monstres d'acier de plus de 300 kilos sur ce terrain meuble était une torture absolue. À maintes reprises, les lourdes bottes dérapaient sur la terre friable, les guidons s'accrochaient violemment aux branches basses, arrachant des jurons étouffés par la cendre. L'obscurité était presque totale, seulement percée par les lueurs diaboliques de l'incendie qui courait sur les crêtes et par la faible lumière de la lanterne de Martha, vacillant devant eux comme un phare dérisoire dans l'océan de la nuit. La fumée, de plus en plus dense, se transformait en un poison impitoyable. Elle brûlait les yeux, arrachait les poumons à chaque inspiration. Martha, marchant d'un pas régulier qui défiait toute logique, aboyait des ordres par-dessus son épaule. Elle leur intimait de plaquer leurs manches sur leur nez, de respirer de façon superficielle, d'économiser l'air comme si c'était leur ressource la plus précieuse. Un motard tatoué, crachant ses poumons, la foudroya du regard à travers ses larmes de fumée, lui demandant d'une voix éraillée s'il était de la brigade des pompiers. La réponse claqua, sèche et sans appel. Elle n'était pas pompier. Elle était simplement la femme qui était restée quand tout le reste du comté avait oublié comment cette montagne pouvait s'embraser. Plus haut, la bête de feu courait avec une vitesse terrifiante. Les hommes ne la voyaient plus distinctement, mais ils la ressentaient dans leur chair. La chaleur pulsait en vagues oppressantes, collant la cendre à leur sueur, enflammant des étincelles sur le cuir et le jean qu'il fallait écraser d'une claque en plein mouvement. Soudain, un cri retentit à l'arrière. Rico, un jeune aux épaules larges, le crâne rasé et le blason de son club assombri par la suie, venait de s'effondrer. Ses mains griffaient son propre cou, cherchant désespérément un filet d'air qui n'existait plus, l'autre main plantée dans la poussière. Martha fut sur lui en un instant, s'agenouillant dans la saleté sans une once d'hésitation. Le motard à la barbe grise la rejoignit, jetant un regard sombre à son jeune frère, déclarant que c'était fini pour lui. Martha le foudroya d'un regard si froid qu'il sembla trancher la chaleur étouffante. Il n'était pas fini tant qu'elle ne l'avait pas décidé. Forçant le menton de Rico vers le haut, elle le gifla 2 fois pour le maintenir conscient, puis désigna le plus imposant des colosses du groupe. Elle lui ordonna de soulever le jeune homme sous les bras, l'avertissant que s'il le perdait en route, il en répondrait personnellement devant elle. Le géant cligna des yeux, sidéré d'être ainsi commandé par une inconnue 2 fois plus âgée que lui. Pourtant, sans un mot de protestation, il hissa le corps inerte. La marche funèbre reprit, la piste se rétrécissant encore. Martha se mouvait plus vite désormais, scrutant les ténèbres, lisant les caprices du vent comme d'autres lisent un visage. Brusquement, elle s'immobilisa avec une telle soudaineté que la file manqua de s'empiler. Elle leva une main. Pendant une seconde, il n'y eut que le grondement du brasier. Puis, un craquement sinistre s'éleva juste au-dessus d'eux. Elle hurla de se jeter à terre. Face à leur lenteur, elle pivota, hurlant de nouveau avec la force du désespoir. L'hésitation n'était plus permise. Les motards plongèrent dans la poussière une fraction de seconde avant qu'une branche enflammée, de la taille d'un poteau électrique, ne s'écrase en travers de la piste, les recouvrant d'une pluie de braises incandescentes. Le souffle de chaleur fut si féroce qu'ils eurent l'impression que leur peau se détachait. Martha était déjà debout, implacable. C'était leur seul avertissement, déclara-t-elle d'un ton d'outre-tombe. Le prochain les tuerait sans sommation. Un motard, la bague en forme de crâne accrochée à la poussière, murmura le nom du Christ en crachant de la terre. Martha se remit en marche, le visage dur. Ce n'était pas le Christ qui allait les sortir vivants de cette crête, c'était elle. En d'autres circonstances, un tel groupe aurait ri d'elle, au pire. Mais cette nuit-là, la méfiance était évaporée dans les flammes, remplacée par un respect lourd, rude et définitif. Il ne la suivait plus par hasard. Il la suivait parce que la route était la mort et qu'elle était la vie. La piste s'ouvrit enfin sur ce qui ressemblait à une ancienne draille à bétail, un ruban de terre nu serpentant entre la rocaille. L'air y était infime, mais chaque bouffée donnait un peu moins l'impression d'avaler du papier de verre. À travers les volutes de fumée noire et les lueurs intermittentes du brasier, une silhouette se dessina dans la nuit. Une maison, petite, usée, bardée de bois vieillis par les intempéries, son toit s'inclinant bas sur un porche où trônaient 2 chaises à bascule. Sur la gauche, une cave à racines semblait avalée par la terre. Plus haut, un abri anti-tempête en tôle ondulée s'adossait à la roche. La propriété entière reposait dans une cuvette naturelle, comme si la montagne avait délibérément épargné ce maigre lopin de terre juste le temps d'une dernière prière.
Les motards s'immobilisèrent, contemplant cet asile d'infortune. Mais l'instinct de survie de 57 hommes habitués à régner sur l'asphalte se heurtait violemment à la logique. L'endroit était minuscule. S'enfermer dans de vieilles bâtisses en bois au cœur d'un incendie de forêt leur donnait l'impression de s'allonger d'eux-mêmes dans un cercueil. Martha ne leur laissa pas le temps de gamberger. Se dégageant rudement de l'emprise d'un motard qui tentait de la retenir, elle commença à distribuer ses ordres avec une rigueur toute militaire. Les hommes souffrant des poumons devaient descendre à la cave. Les 10 plus robustes devaient décharger chaque réserve d'eau. Quiconque sentait l'essence devait abandonner sa veste. Aucune cigarette, aucune plainte, et surtout, aucune fierté mal placée. C'est alors que le président du chapitre s'avança. Immense, taillé dans le roc, il portait sur lui cette aura écrasante de ceux qui ne baissent jamais les yeux. Son blason témoignait d'un pouvoir absolu sur ses frères. D'une voix grave et menaçante, il déclara qu'il n'allait pas s'entasser dans des trous à ras sous terre simplement parce qu'une grand-mère le leur ordonnait. Martha pivota lentement. Le mur de feu dans son dos illuminait la moitié de son visage ridé d'une lueur orange, lui donnant l'allure d'une divinité implacable. Sans scier, elle soutint le regard du géant. D'un ton d'une froideur abyssale, elle lui annonça qu'elle avait enterré un mari sur ces terres, qu'elle avait vu un vent d'été transformer ce canyon en un four crématoire bien avant qu'il n'ait l'âge de se raser. Elle avait creusé cette cave à la sueur de son front, encore plus profondément, quand les pontes du comté s'étaient moquées d'elle en la traitant de folle alliée. Elle avait posé des canalisations d'eau dont il lui jurait qu'elles ne serviraient jamais. Et, observant la façon dont la fumée s'enroulait sur la crête, elle savait qu'en moins de 10 minutes, toute la cour subirait une pluie de braises meurtrières. Elle fit un pas vers lui, réduisant l'espace, et conclut que s'il gaspillait un seul souffle de plus à défier son autorité, elle laisserait le feu lui enseigner l'humilité. Le silence qui s'abattit fut plus lourd que l'air étouffant. Pas un seul homme n'osa broncher. Puis, le colosse baissa les yeux le premier. D'un grognement sourd, il ordonna à ses frères d'obéir. En une fraction de seconde, la cour explosa en un mouvement frénétique, mais parfaitement maîtrisé. Des sacoches furent éventrées, les vivres et le matériel jetés sur le porche. Martha repoussa un homme qui peinait à ouvrir l'écoutille déformée de l'abri, l'arrachant elle-même avec une force inouïe. Un motard aux mains gantées de cuir, fixant les ténèbres de la cave qui fleuraient bon la poussière et le vieux fer, lui demanda avec stupeur comment elle avait pu être prête pour l'apocalypse. La vieille femme eut un haussement d'épaule dénué de toute joie. Elle n'était pas prête. Elle avait simplement été réaliste. Puis, la première tempête de braise s'abattit sur eux. Elle s'annonça par un rugissement de vent si soudain, si brutal, que chaque homme dans la cour leva les yeux au ciel. En une fraction de seconde, la voûte céleste passa d'un noir enfumé à une folie rougeoyante, un tourbillon d'enfer chargé de cendres et d'étincelles. Des aiguilles de pain incandescentes se mirent à pleuvoir sur le toit. Le bois du port se mit à crépiter et à siffler sous l'assaut. Derrière la grange, un tas de vieilles planches prit feu dans un éclat aveuglant. Sous les hurlements de Martha, les hommes se ruèrent, les uns vers la cave, les autres vers l'abri ou le porche, traînant désespérément les dernières fournitures vitales. À mi-chemin des marches de la cave à racines, Rico s'effondra. La panique absolue s'empara de lui. Son corps se mit à se convulser violemment, luttant en vain contre l'air vicié. Il étouffait, terrifié, incapable d'aspirer la moindre bouffée d'oxygène dans ses poumons meurtris. 2 motards tentèrent de le redresser en hurlant son nom, mais c'est Martha qui plongea à ses côtés. D'un geste sec, elle repoussa une gourde qu'on lui tendait et gifla le jeune homme. Une seule fois, mais avec une force redoutable, juste assez pour briser le voile de sa terreur aveugle. Agrippant le col de sa chemise poisseuse de suie, elle le tira vers elle pour le forcer à la regarder droit dans les yeux. D'une voix qui n'admettait aucune faiblesse, elle lui ordonna d'écouter, de prendre de minuscules inspirations à travers son tissu, de ne surtout plus lutter. Lorsqu'il balbutia d'une voix étranglée qui n'y arrivait pas, elle resserra sa prise. Elle lui interdit formellement de mourir dans sa cave. Cette injonction féroce frappa Rico comme une vérité absolue. Subjugué par l'autorité inébranlable de cette femme, il hocha faiblement la tête, forçant son propre corps à obéir. À l'extérieur, le vent hurlait à travers les pales rouillées de l'éolienne. Martha remontait déjà, évaluant froidement la situation, calculant l'espace disponible, l'oxygène restant, mesurant la panique ambiante. Le président du chapitre, désormais dépouillé de toute arrogance, se tenait à ses côtés. Il lui demandait simplement ce dont elle avait besoin, la traitant enfin d'égal à égal. Mais avant même qu'elle ne puisse achever sa phrase, un bruit déchirant perça le grondement régulier de l'incendie. Ce n'était ni le vent d'altitude ni un arbre millénaire qui cédait. C'était un moteur de moto hurlant à la mort. Chaque regard pivota vers les ténèbres. Quelqu'un était encore là-haut, fonçant à l'aveugle.
La machine jaillit de l'écran de fumée comme une balle crachée par la montagne elle-même. Son phare était mort, l'une de ses sacoches vomissait des flammes, et le pilote penchait si dangereusement qu'il ne tenait plus que par le refus viscéral de tomber. Il défonça les restes de la clôture, accrocha un poteau et dérapa à travers la cour dans une gerbe terrifiante de terre et de braise. La lourde moto s'écrasa lourdement sur le flanc. Aussitôt, un ruban sombre et mortel s'échappa du réservoir déchiré. De l'essence. 3 hommes s'élancèrent pour extirper leur frère d'armes, mais le cri d'alerte de Martha déchira la cour. C'était trop tard, les vapeurs d'essence rencontrèrent les herbes incandescentes. Dans un sifflement hideux et rapide, le carburant s'embrasa. La machine entière se transforma instantanément en une fleur de feu d'une violence inouïe, projetant un mur de chaleur destructeur à travers l'espace. La menace ne venait plus de la montagne. L'enfer venait de pénétrer de force au cœur même de leur unique sanctuaire. L'onde de choc de l'explosion balaya la cour, forçant les hommes à reculer en se protégeant le visage. Mais Martha resta plantée là, défiant le mur de chaleur. D'une voix qui tranchait le rugissement des flammes, elle hurla d'utiliser de la terre, surtout pas d'eau. Le président du chapitre, l'instinct de survie ravivé par l'urgence, répéta l'ordre avec fureur. Des motards s'emparèrent de pelles plates accrochées au cabanon, tandis que d'autres tombaient à genoux, arrachant la terre meuble à main nue. La poussière vola, étouffant le carburant en feu dans une lutte frénétique et brutale. Chaque coup de pelle, chaque poignée de terre jetée dans les flammes, était une victoire arrachée de justesse à la mort. Soudain, une série de détonations sourdes fit trembler le sol. Ce n'étaient pas des explosions, mais les troncs gigantesques de 3 pins centenaires qui s'étaient au-delà de la ligne de propriété. Dans un fracas de fin du monde, les arbres massifs s'abattirent, pulvérisant les poteaux de clôture et projetant un raz-de-marée de braises incandescentes à travers toute la cour. Une grêle de feu frappa le toit de la vieille maison. Un cri d'alerte déchira la fumée. Le toit venait de prendre feu. Si le cœur de la propriété tombait, tout était perdu. Sans la moindre hésitation, Martha courut vers une échelle posée contre le mur. Le colosse qui dirigeait les motards tenta de l'agripper par le coude, lui criant de ne pas monter, de laisser faire les hommes forts. D'un geste brusque, elle se dégagea et entreprit l'ascension avec une agilité ahurissante pour son âge, portant sur son épaule une lourde bâche en toile trempée d'eau. Les hommes, le souffle coupé, se précipitèrent pour stabiliser l'échelle. Arrivée sur le toit, à demi engloutie par la fumée noire, elle se mit à frapper les flammes naissantes avec une efficacité redoutable, un acharnement presque mécanique, écrasant chaque nid de braise avant qu'il ne puisse dévorer les bardeaux de bois. En bas, l'espoir semblait tenir bon, jusqu'à ce qu'un hurlement terrifié ne s'élève près de la pompe. Un jeune motard, les yeux écarquillés par l'horreur, annonça qu'il n'y avait plus de pression. L'eau ne coulait plus qu'en un mince filet beau avant de s'arrêter net. La panique, plus froide et plus tranchante que le feu ambiant, s'empara instantanément du groupe. Sans eau, ce sanctuaire n'était qu'un immense bûcher en sursis. Le gémissement des tuyaux vides sonnait comme une condamnation définitive. C'est alors que la voix de Martha, dominant le craquement des poutres depuis le sommet du toit, ordonna de sortir les barils de réserve. Les hommes se figèrent, totalement perdus. Quel baril! Elle leur cria de fouiller sous l'appentis, sous la fausse couche de terre de l'ancien enclos. Elle hurla qu'elle avait enterré là, de ses propres mains, tout ce que les bureaucrates du comté qualifiaient autrefois de pure paranoïa. Les motards se ruèrent vers l'endroit indiqué, arrachant de vieilles planches dans un élan de désespoir. Leurs mains heurtèrent soudain le métal froid de lourds fuselés, intact et rempli d'eau. En les hissant un par un hors de leur cachette, dans un effort surhumain, les hommes épuisés levèrent les yeux vers la silhouette de cette vieille femme sur le toit. L'angoisse venait de s'évaporer. À sa place, un profond sentiment de révélation s'installa. Ce qu'ils ressentaient face à cette anticipation brillante et obstinée, face à ces décennies de préparation silencieuse, c'était de la vénération pure. Un fracas assourdissant déchira l'air lourd de la cour. Le vieil appentis de stockage venait de céder sous le poids des flammes, s'effondrant sur lui-même dans un cyclone d'étincelles fulgurantes. Une vague de chaleur brutale balaya l'espace, frappant de plein fouet l'un des jeunes motards qui luttait avec un seau d'eau. Il poussa un cri déchirant, reculant en titubant, le côté de son cou et son bras rougis par une pluie de cendres brûlantes. Sans perdre une seconde, Martha descendit de son échelle à une vitesse qui fit frémir les hommes en bas. D'un geste vif et autoritaire, elle attrapa le blessé par la mâchoire, évalua la brûlure d'un coup d'œil expert et l'envoya sans ménagement vers la zone de triage improvisée sur le porche, balayant d'un revers de main ses protestations de fierté mal placée. Il n'y avait pas de place pour l'ego quand la chair cuisait. Il n'y eut aucun répit. Près de la grange, un autre danger, plus sournois, rampait dans l'ombre. Un cri d'alerte signala que des étincelles se glissaient sous le bardage en bois.
Le feu aimait ramper avant de bondir, aboya Martha en se précipitant vers la structure. Grimpant sur un abreuvoir renversé, elle frappa impitoyablement les nids de braise avec sa bâche trempée, ordonnant aux hommes de gratter la paille fumante et les feuilles mortes accumulées sous la paroi. Si elle n'avait pas anticipé ce mouvement, la grange entière se serait embrassée par en dessous en moins de 5 minutes. Un motard, le visage noirci de suie, releva la tête avec une incrédulité totale, lui demandant comment elle pouvait voir des choses pareilles au milieu d'un tel chaos. La réponse de Martha tomba, dépouillée de toute dramaturgie, tranchante comme du verre brisé. Elle se souvenait simplement de ce qui avait été manqué la dernière fois. Le président du chapitre, la pelle figée en l'air, lui demanda d'une voix sourde de quoi elle parlait. Elle écrasa une dernière braise et prononça le nom de l'incendie de Granger en 78. C'était là que son mari avait péri. Le silence qui suivit fut plus lourd que la fumée. Aucun homme n'osa parler. La phrase flotta dans l'air suffocant, révélant soudain la véritable source de chaque baril enterré, de chaque mur renforcé, de chaque regard paranoïaque porté sur l'horizon. Sa préparation n'était pas de la folie. C'était l'armure d'un deuil inextinguible, une forteresse bâtie sur les cendres d'un amour perdu. Mais la montagne n'avait que faire des tragédies humaines. Le vent changea brusquement de direction, rabattant les flammes vers la maison. Sur le toit, près de la cheminée en pierre, une langue de feu lécha les bardeaux. Une misérable étincelle s'était logée dans un vieux nid d'oiseaux sec caché sous l'aération du grenier. Martha tenta d'arracher la matière incandescente à l'aide d'un crochet de fer, mais le mal était fait. Un gémissement profond, monstrueux, résonna à l'intérieur de la bâtisse. Ce n'était plus la toiture qui cédait, c'était l'âme même de la maison. Hurlant de toutes ses forces, Martha ordonna à tout le monde d'évacuer immédiatement la pièce principale. Les motards du port se ruèrent pour tirer les blessés à l'abri une fraction de seconde avant que le plafond du salon ne s'effondre dans un nuage apocalyptique de plâtre, de poussière et d'étincelles ardentes. La fenêtre de la façade vola en éclats sous la pression, crachant des morceaux de verre comme de la mitraille. Le sanctuaire venait de rétrécir drastiquement. L'espace de survie se refermait sur eux comme un étau impitoyable, avalant ce qui restait de sécurité physique, tout comme le feu avait autrefois dévoré la vie de cette femme implacable. La façade de la maison n'était plus qu'une plaie béante recrachant de la cendre noire. Avec la perte de la pièce principale et la pression de la pompe définitivement tombée à néant, la cour devenait indéfendable. Il leur fallait de l'eau, massivement, ou le brasier finirait par dévorer les derniers mètres carrés d'air respirable. Fixant la pente supérieure à travers les rideaux de fumée toxique, Martha pointa un doigt noueux vers une entaille sombre dans la colline, un vieux canal d'écoulement à moitié dissimulé par la rocaille et les broussailles en feu. Une tranchée. Lorsqu'elle annonça sans la moindre émotion qu'une deuxième réserve secrète de feu y était enterrée, le colosse qui dirigeait le chapitre la dévisagea, partagé entre l'incrédulité la plus totale et un rire d'épuisement nerveux. Elle était la veuve de la montagne, celle qui avait juré de ne plus jamais être prise au dépourvu. Sans gaspiller une seconde de plus, elle désigna les hommes les plus robustes qui tenaient encore sur leurs jambes. Le président, le vétéran à la barre grise, un motard nerveux aux bras couverts de tatouages carcéraux, et deux jeunes dont les poumons n'étaient pas encore totalement calcinés. Armés de pelles, de lourds crochets de fer et de chiffons humides plaqués sur leurs visages, ils s'enfoncèrent dans les ténèbres de la tranchée. L'endroit était un cauchemar claustrophobique. Étroit, sinueux, atrocement étouffant. La fumée s'y engouffrait comme dans une cheminée naturelle, aveuglant les hommes, les privant de tout repère, transformant chaque inspiration en une lame de rasoir dans la gorge. Il fallait avancer courbé, le dos raclant presque les racines noircies, la terre cuite écorchant les genoux. Lorsqu'ils atteignirent enfin la fosse dissimulée sous un lit de terre et de gravats, l'effort pour dégager les pesants fuselés les poussa aux limites extrêmes de la condition humaine. Leurs muscles hurlaient, la sueur acide piquait leurs yeux, mais la survie de leurs frères reposait sur cette eau. Le trajet du retour fut une épreuve d'une brutalité sans nom. Tracter ces mastodontes de métal le long du boyau de terre friable, alors que les broussailles s'enflammaient au-dessus de leur tête dans des flashs aveuglants, relevait du supplice. À deux, parfois trois par fût, ils tiraient, trébuchaient, s'écorchaient les mains sur la roche, s'aplatissant violemment contre les parois chaque fois qu'une bourrasque de feu balayait la corniche. La chaleur irradiait à travers le cuir de leurs bottes, transformant le ravin en un véritable corridor de mort. Mais ils avancèrent, poussés par l'obstination farouche de Martha qui ouvrait la marche. Lorsqu'ils rejaillirent enfin dans la cour, traînant leur butin providentiel, un silence de profonde stupéfaction les accueillit. Ces fûts maculés de boue venaient de leur racheter un temps inestimable. L'eau fut immédiatement rationnée avec une prudence quasi religieuse pour refroidir les linges et étouffer les feux naissants sur les toits. L'espoir semblait renaître. Mais alors que le souffle court des travailleurs retombait, le vétéran à la barbe grise balaya la cour de regard pour faire le point.
Son expression, jusqu'alors figée par la douleur de l'effort, se décomposa lentement. Il commença à pointer un doigt tremblant vers chaque visage couvert de suie, comptant la garde du porche, les hommes de la cave, les blessés, l'équipe de la tranchée. Ses lèvres remuaient en silence. Puis, il s'arrêta net. L'air dans la cour sembla soudain se figer. Il manquait 2 hommes. Le jeune Nolan et l'homme qui fermait la marche dans le ravin avaient disparu. La tranchée, crachant sa fumée noire, s'étirait désormais dans l'obscurité comme une tombe béante. L'épuisement céda instantanément la place à un effroi viscéral, nouant les entrailles de ces hommes pourtant habitués à regarder la mort en face. Leurs frères avaient été avalés par la montagne. L'angoisse figea la cour, suspendue au rideau de fumée noire qui tourbillonnait près des ruines de la grange. Soudain, une ombre s'en détacha. Un pas lourd, traînant, trébuchant aveuglément. C'était lui, l'un des frères d'armes disparus. Il avançait en titubant, la moitié de sa manche consumée, la barbe roussie jusqu'à la peau, le visage transformé en un masque de suie et de souffrance. Il ne tenait debout que par un refus viscéral de s'effondrer. Contre sa poitrine haletante, protégé sous sa veste en cuir comme un nouveau-né, il serrait un objet. Arrivé au centre de la cour, ses genoux cédèrent. D'une voix rocailleuse, brisée par la cendre et l'épuisement, il expliqua que le plancher de la grange s'était fendu sous la chaleur. Il avait vu cette chose sous les lattes. Il ignorait ce que c'était, mais il savait que c'était vital. Alors, il y était retourné. D'une main tremblante, il tendit l'objet. C'était une petite boîte en métal, cabossée, au coin d'acier noirci par les flammes. Martha s'avança et prit le coffret à 2 mains. Pour la toute première fois de cette nuit d'enfer, son armure d'acier se fissura. L'espace d'une seconde vertigineuse, les motards virent la femme derrière la légende. Son pouce calleux caressa doucement le couvercle calciné. Toute la douleur d'une vie, tout l'amour arraché par le feu des décennies plus tôt, remonta à la surface de ses yeux clairs. C'était l'unique relique de son passé, le dernier vestige de l'homme qu'elle avait tant aimé. Le silence des 60 hommes fut total, lourd d'un respect absolu et d'une profonde humilité. Puis, en un clin d'œil, le masque d'autorité implacable retomba. Elle confia la boîte à l'un des blessés adossés au porche, l'avertissant d'un ton d'outre-tombe que s'il osait la laisser tomber, elle le ressusciterait uniquement pour le tuer de ses propres mains. Il n'y avait pas de place pour le soulagement. Un gémissement sourd, atrocement humain, s'éleva soudain de la pente ravinée, au-delà de la clôture détruite. Ce n'était pas un motard. Martha pivota, l'instinct de survie reprenant immédiatement ses droits. Elle aboya des noms, désignant le colosse qui présidait le chapitre et 3 autres hommes encore capables de tenir debout avant de plonger sans la moindre hésitation dans le brasier extérieur. À travers les broussailles calcinées, la scène était effroyable. 2 pompiers du comté étaient pris au piège. L'un d'eux était écrasé sous le tronc fumant d'un jeune arbre massif, la poitrine atrocement compressée contre la roche. Le président du chapitre et les motards s'arc-boutèrent sur le bois incandescent pour faire levier, grognant sous l'effort. Rien ne bougea. Le pompier hurla de douleur à s'en déchirer les cordes vocales. Martha s'agenouilla dans la cendre brûlante, refusant d'abandonner. Sur son ordre hurlé à plein poumon, 5 hommes titanesques et une vieille femme jetèrent leurs dernières onces d'énergie dans la bataille. Le tronc gémit sinistrement et se souleva d'à peine quelques centimètres. C'était tout ce qu'il fallait. Martha agrippa le pompier par le col de sa lourde veste et le tira brutalement en arrière, juste avant que le bois ne retombe dans une gerbe d'étincelles aveuglantes. Elle se jeta ensuite sur le second secouriste, Tommy, littéralement cloué au sol par une branche épaisse qui avait empalé son manteau inifugé de part en part. S'emparant du couteau d'un motard, elle commença à trancher le tissu épais avec la précision chirurgicale de ceux qui n'ont pas le droit à l'erreur. Mais soudain, au-dessus d'eux, la terre craqua avec une violence inouïe. Une souche massive, entièrement rongée par les flammes au bord du ravin, venait de céder. Elle bascula lentement, puis commença à dévaler la pente abrupte, droit sur eux, entraînant une avalanche de feu et de terre noire. Martha n'eut qu'une fraction de seconde pour hurler un ordre de fuite désespéré. L'air à l'extérieur n'était plus qu'une fournaise mortelle, un gaz irrespirable qui consumait les poumons de l'intérieur. L'incendie avait atteint son apogée terrifiante. Sur un dernier ordre implacable de Martha, les hommes traînèrent les blessés et s'engouffrèrent dans le bunker souterrain. La lourde porte d'acier claqua dans un bruit sourd, scellant leur asile et coupant net le hurlement apocalyptique de la montagne. À l'intérieur, dans une obscurité oppressante à peine troublée par la lueur des lampes de poche, l'air était lourd, saturé de sueur, de cuir brûlé et de respiration saccadée. 57 colosses, 2 pompiers brisés et une vieille femme indomptable s'entassaient dans ce refuge aux allures de tombeau. Le silence qui s'installa peu à peu était d'une intimité poignante, presque sacrée. Soudain,
La radio abîmée de Tommy, le pompier secouru in extremis, cracha un grésillement statique. Une voix lointaine et métallique, émanant du poste de commandement dans la vallée, résonna dans la pénombre. La crête ouest était déclarée totalement perdue. Tous les civils et le personnel de la zone étaient officiellement présumés décédés. Ces deux mots planèrent dans l'air confiné, infiniment plus lourds que la fumée. Ces hommes, qui venaient de livrer la bataille la plus féroce de leur existence, s'entendaient être rayés d'un trait de plume du monde des vivants. Mais Martha s'empara de l'émetteur. Ses mains ne tremblaient plus. Elle pressa le bouton de transmission. D'une voix dure à briser la pierre, elle lança dans les ondes grésillantes que ceux qu'ils croyaient morts respiraient encore très fort là-haut. Puis, le silence revint. Dans ce huis clos suffocant, les armures se fendirent. Des motards rudes au visage balafré chuchotèrent dans l'ombre les noms de leurs filles, de leurs fils, partageant l'espace de quelques heures la vulnérabilité silencieuse de ceux qui ont trompé la faucheuse. Lorsque Martha repoussa enfin la lourde porte métallique, une lumière grise maladive baigna le seuil. L'aube s'était levée sur un monde de cadavres calcinés. La montagne n'était plus qu'un immense cimetière de cendres fumantes et de squelettes d'arbres noirs. Pourtant, au milieu de cette désolation absolue, la vieille maison, meurtrie, roussie et amputée de son porche, tenait encore debout. Les motards émergèrent lentement, clignant des yeux face au jour morne, titubant, recouverts d'une croûte de suie et de sang séché. Mais la paix des cendres fut brutalement rompue. Des véhicules officiels flambant neufs fendirent le paysage dévasté, s'arrêtant au bas de la propriété. Ce n'étaient pas des secouristes venus les panser. C'étaient les bureaucrates du comté. L'évaluateur Keane et ses adjoints descendirent de leurs véhicules climatisés, leurs costumes impeccables jurant violemment avec la scène de guerre. Face à 60 survivants hagards, ils n'eurent pas la moindre parole de réconfort. Animés d'une cruauté administrative glaciale, ils s'avancèrent pour tendre un épais dossier juridique à la vieille femme. C'était un avis d'expropriation d'urgence. Sous le prétexte hypocrite de la sécurité publique post-catastrophe, ces vautours venaient profiter de la tragédie pour enfin lui arracher ses terres. Le contraste était d'une violence insoutenable. La bravoure inouïe et le sang versé de cette nuit de cauchemar venaient s'écraser contre le cynisme d'une administration impitoyable, venue piller l'héritage d'une veuve avant même que les cendres de son combat ne soient tout à fait froides. Quelques jours plus tard, alors que l'odeur âcre de la fumée imprégnait encore la terre brûlée, les vautours étaient déjà de retour. L'évaluateur Keane et son armada d'officiels en costumes immaculés descendirent de leurs véhicules climatisés, les bras chargés de paperasse juridique. Forts de leur prétendue autorité, ils venaient finaliser l'expulsion. Ils étaient intimement persuadés qu'après une telle tragédie, la vieille veuve, physiquement épuisée, acculée et cernée par les ruines fumantes de sa vie, finira enfin par plier et abandonner ses terres. Mais avant même que Keane ait pu gravir la première marche du porche pour prononcer sa sentence bureaucratique, une vibration sourde, presque sismique, monta des profondeurs de la vallée. Ce n'était ni un roulement de tonnerre, ni le grondement d'un éboulement. C'était un battement régulier, puissant et métallique, qui résonnait jusque dans la poitrine. Sur la route en contrebas, émergeant des dernières brumes de cendres, un fleuve interminable de chrome étincelant, d'acier sombre et de cuir noir fit son apparition. Des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de lourdes motos déferlèrent sur la montagne. Ils venaient de tous les États, de tous les chapitres du pays. Ce n'était pas une démonstration de force tapageuse ni une parade sauvage. C'était une marche solennelle, porteuse d'un respect infini. À la suite, des bécanes massives roulaient de longs camions à plateaux lourdement chargés, des camionnettes remplies de bois de charpente, de rouleaux de clôture, d'outils, de groupes électrogènes et de citernes d'eau. Ces hommes rudes au visage buriné n'étaient pas venus pour le spectacle. Ils avaient entendu parler de la femme implacable qui avait tenu tête à l'enfer pour arracher leur frère à la mort, et ils venaient, de leurs propres mains, reconstruire son sanctuaire. Le rugissement de cette armée mécanique mourut dans un immense frisson de métal refroidissant, remplacé par le crissement lourd de milliers de bottes sur le gravier. Keane et ses adjoints se figèrent, soudainement livides et minuscules. Les 57 survivants de la première heure s'avancèrent en première ligne. À leur côté, fait impensable, se tenaient les 2 pompiers du comté, le bras en écharpe et le visage encore marqué par les brûlures, défiant ouvertement et silencieusement leurs propres supérieurs. Soutenus par une marée humaine incalculable, ils formèrent un mur impénétrable. Une barricade de cuir, de sueur et de fraternité brute, dressée sans un mot entre la mesquinerie des bureaucrates et la propriété sacrée de Martha. Submergés et terrifiés par l'ampleur de cette loyauté féroce, les officiels ravalèrent leurs menaces, reculèrent misérablement et prirent la fuite vers la ville. Le colosse à la barre grise, président du chapitre, s'approcha alors lentement de Martha. Il retira son casque avec une révérence quasi religieuse, balaya du regard ce bataillon immense de travailleurs prêts à redonner vie à ce sol meurtri,
puis plongea ses yeux dans ceux de la vieille femme. D'une voix incroyablement douce qui contrastait avec sa carrure de géant, il lui murmura qu'elle ne serait plus jamais seule sur cette montagne. Martha regarda son domaine dévasté, puis ce mur invincible de frères d'armes. Une paix indicible et lumineuse envahit enfin son visage creusé par les années. Ses décennies de résistance solitaire, sa longue guerre silencieuse contre le reste du monde et son propre deuil, venaient de s'achever. La montagne lui avait jadis volé son amour, mais le feu venait de lui forger une famille littéralement indestructible. Si ce récit de résilience absolue, de courage indomptable face à l'impossible et d'alliance inattendue a si touché votre cœur, je vous invite chaleureusement à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à partager cette histoire autour de vous, afin que nous puissions continuer à vous offrir d'autres leçons de vie tout aussi vibrantes. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.